Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source dédié au sport et au digital. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui. On est ravis de pouvoir accueillir Hervé Philippe de l'Olympique de Marseille pour ce nouvel épisode. Tout de suite, la parole à toi, Hervé, que tu nous mettes un petit peu en avant tout le travail qui est fait du côté de l'OM et les différents sujets qui te concernent. Samuel, bonjour et merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Par quoi commencer? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux commencer par quoi? Mon parcours? Ouais, c'est ça. Rentrons tout de suite dedans, que tu te présentes un peu aux gens. Nous, on te connaît Ouais. bien, pas mal de gens, j'espère, dans notre communauté te connaîtront un petit peu. Mais ouais, si tu peux te donner un petit peu ton parcours qui t'a amené jusqu'à l'OM, de tes Ouais, études, bien sûr. etc. Écoute, moi, ça fait 3 ans là bientôt que j'ai rejoint le club. Avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évolué plutôt dans la partie digitale des chaînes de télé. Alors, j'ai passé 7-8 ans dans les médias à Paris, d'abord chez Eurosport, ensuite chez TF1. Jamais vraiment pour travailler côté antenne, comme on dit dans les chaînes télé, mais plutôt sur la partie digitale et sur les problématiques du digital dans ces chaînes de télé. Donc j'ai évolué sur pas mal pas de métiers différents parce que finalement c'est toujours autour du marketing, du digital, du contenu que j'ai pu évoluer, mais sur différentes thématiques. Donc chez Eurosport tout d'abord pendant un an et demi plutôt sur la partie on va dire analytics des différents sujets. Et puis chez TF1 j'ai évolué sur deux gros sujets. Pendant un bout de temps sur tout ce qui est plateforme vidéo, replay, VOD, etc. D'abord chez Watt, MyTF1, etc. Des super thématiques et un environnement passionnant. Et puis les 2 dernières années, je les ai passées au digital et au sport chez TF1. Alors le digital et le sport chez TF1, c'est quoi? C'est tout ce qui est inhérent aux droits de télé. Donc les Coupes du Monde, Coupe du Monde de rugby, Coupe du Monde de foot, Euro, les matchs de l'équipe de France, puisqu'on était et TF1 l'est toujours et détenteur des droits des matchs de l'équipe de France. Et puis aussi des programmes historiques de l'antenne, téléfoot notamment, et Automoto, qui ont tous les deux, dans ces deux programmes, aussi une vie et beaucoup de transformations, une vie sur le digital avec beaucoup de transformations et liées effectivement à cet univers-là. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait les deux dernières années avant de rejoindre l'OM sur des thématiques assez passionnantes. Et puis, pour arriver à côté OM, je suis arrivé avant tout pour beaucoup parler de contenu là-bas, transformer un peu l'activité média, qui était une chaîne de télé à mon arrivée, bien sûr, une activité sur les réseaux sociaux, mais surtout comment répondre aux nouvelles problématiques des réseaux, des médias, et transformer l'activité de la télé au digital. Donc ça, c'est notamment pour ça que je suis arrivé à l'OM, puis après on en reparlera certainement un peu après. Maintenant, effectivement, ça fait un peu plus d'un an que je m'occupe à la fois du marketing et des médias au sein du club, dans un département assez large, avec des vraies synergies entre les deux disciplines qui sont parfois très silotées dans les entreprises encore maintenant et dans les clubs de foot aussi. Ça, on pourra en reparler, mais on a opté pour une organisation un peu différente. Ouais, super. Et donc, du coup, en gros, l'Olympique de Marseille est venu te chercher sur cette connaissance média et sur cette aptitude que tu as eu à développer tout ça côté TF1 pour justement construire ce pôle-là. Donc, tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton pôle, ta fonction exacte et Ouais. quelle est la construction d'une équipe quand tu es Head of Content dans une organisation comme... Ouais, à mon arrivée, effectivement, Head of Content et puis maintenant Ensemble Marketing Média, il y a plusieurs partis pris et choses sur lesquelles on a avancé. Déjà, on a profité quand même de beaucoup d'infrastructures autour de la télé. C'est-à-dire qu'il y a quand même à l'OM un historique autour des médias, puisqu'il y avait une chaîne de télé qui a été créée en 99. Donc je crois que après Manchester United, on a été le deuxième club dans le monde à avoir sa chaîne de télé. Donc il y a ce patrimoine-là, média. Et cette infrastructure-là à l'OM, ce qu'il a fallu faire, c'est transformer. Ce qu'il a fallu transformer, donc effectivement, d'une chaîne linéaire 24/24, 7 jours sur 7, à une multitude de réseaux, une multitude d'audiences différentes et une multitude de formats. On a essayé de transformer là-dessus. Donc comment on fait ça? On reforme les gens déjà présents, on essaie de recruter des compétences qui n'existaient pas auparavant, on se dote d'outils aussi techniques, bien évidemment, pour mener à bien ces projets. Et puis voilà, on se structure de plus en plus.
à date, le département marketing et médias, c'est, on va dire, une quarantaine de personnes. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais contrairement à d'autres structures, que ce soit entreprises ou clubs, on a internalisé beaucoup de choses. Donc, ça nous offre énormément de flexibilité, d'adaptabilité, de pouvoir répondre aux différents enjeux de manière assez rapide. Je prends l'exemple d'un studio graphique qu'on a internalisé avec un directeur artistique à sa tête. Et je vais revenir sur les grandes missions du marketing et médias à l'OM, mais on a la capacité à transformer notre identité visuelle très rapidement et de ne pas avoir, comme une grosse entreprise du CAC 40, mettre 4 mois à valider une charte ou une charte graphique ou quelque chose de ce style-là. Nous, on le fait très rapidement parce qu'on a internalisé tout ça. Et donc, juste pour structurer un peu ma réponse et te répondre sur le marketing et médias, qu'est-ce qu'on fait à date? Il y a 3 gros piliers, on va dire, autour de notre département. Un, c'est les sujets liés à la marque, à l'institution OM, son positionnement, ses valeurs, ces différents sujets-là, son identité visuelle. Ça, si on prend la casquette marketing, voilà, c'est des choses liées à la marque. Il y a tout ce qui touche l'audience. Ça, c'est le deuxième pilier de notre organisation. Donc, comment on essaye d'aller chercher des nouveaux fans. On y reviendra aussi. C'est un grand challenge pour les clubs de foot et les marques et les institutions sportives. Ça, c'est la clé. Comment on s'engage. On fait de la rétention avec nos fans existants. Donc, ça, c'est… Voilà. Et puis, beaucoup de sujets liés à la data. Donc, ça, c'est ce pilier numéro 2, l'audience. Et puis, il y a ce troisième pilier autour de tout ce qui est ligne éditoriale, média. On est un média, donc on est un média et tout ce qu'on peut le storytelling et tout ce qu'on peut raconter autour de ça. Donc ça, c'est les trois grandes missions à date. Et effectivement, tout ça a été rendu possible avec cette transformation de la chaîne de télé en une content factory, etc., qui nous a permis en interne de faire beaucoup de choses. Donc voilà brièvement comment on s'est organisé, en tout cas nos missions principales. Ouais, donc super intéressant. Donc finalement, tu as pris beaucoup de choses de ton métier au sein de ces chaînes télé auparavant et tu as pu finalement accélérer cette transformation du fait que ça soit une structure un petit peu plus petite, même si 40 personnes, finalement, c'est pas une si petite équipe que ça pour une organisation comme la vôtre, mais tu as quand même beaucoup plus de leviers pour accélérer cette transformation et finalement faire un peu cette chaîne média du futur avec une accélération plus rapide que si tu étais dans un gros média. Complètement. On a eu la chance, et il faut le dire, d'avoir à la fois un propriétaire, Franck McCourt, et un président, Jacques-Henri Hérault, qui comprennent ce monde-là et qui comprennent l'intérêt pour un club de se développer bien évidemment sur le foot, mais comme tout grand club, maintenant il faut aussi se développer sur, on va dire, des domaines annexes, tout en gardant la priorité bien sûr au football, mais créer ce cercle vertueux sur le côté gauche ou sur le côté droit, comme j'ai envie de dire, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre de développer peut-être une notoriété, peut-être des revenus, et tout ça au service du sportif et du club, et c'est très important. Et là, pour le coup, je dois quand même saluer cette vision-là. Moi, je me suis greffé dans cette vision-là, et ça a été possible parce qu'il y avait cette volonté, alors que parfois, on va pas se le cacher, il y a encore quelques années, pas forcément à l'OM, les médias étaient une partie, je veux pas dire au sous-sol, hein, mais qui vivait de son côté avec son modèle, certainement un deal de distribution avec une chaîne de télé, mais qui évoluait de son côté, mais qui n'était pas considéré, je pense, à sa juste valeur. C'est pas le cas à l'OM, et c'est de moins en moins le cas dans les clubs de foot, on le voit. Hein, Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a justement un peu ces relents, je trouve, dans les clubs de foot où les joueurs ont cette méfiance pour les médias, et donc du coup, des fois, les parties médias, effectivement, au sein des clubs de foot sont pas la verticale préférée des joueurs, alors que finalement, et ça m'amène sur la question suivante, toi, comment tu appliques ta stratégie de contenu pour faire en sorte que ça réponde à tous tes besoins des différentes verticales, que ça soit aussi bien d'un point de vue com, que ça soit d'un point de vue com institutionnel, mais aussi tout ce qui est contenu pour tes sponsors, contenu que tu mets à disposition de tes athlètes. Bien sûr. Comment tu arrives à organiser ça au sein d'une organisation qui finalement est assez récente dans son approche très média de l'organisation? C'est un vaste sujet. Alors, il y a beaucoup de sujets de workflow, d'organisation interne, de travailler avec différents départements. C'est-à-dire que
On travaille beaucoup, par exemple, tu parlais avec les sponsors, avec le département sponsoring pour trouver. On en reparlera de ça, mais c'est vrai qu'on a réussi, par exemple, à attirer, je pense, des acteurs de la nouvelle économie, Hotels.com, Uber Eats, parce que, bien sûr, il y a ce qui se passe sur le terrain et la visibilité qu'on peut donner sur le maillot, mais aussi, sans trahir leurs propos, parce qu'il y a un écosystème qui s'est construit à l'OM très intéressant pour des sponsors et avec une communauté large et surtout engagée. Donc ça, c'est intéressant. Après, donc voilà, après c'est une organisation interne, c'est beaucoup tu l'as dit, d'objectifs différents, hein, parce que on va faire des choses quelquefois effectivement pour développer peut-être un nouveau business et de nouveaux revenus, mais pas tout le temps. On va aussi faire des choses parce que l'impact et la fondation est au cœur de l'activité. Donc on l'a vu, hein, pendant la période de confinement, on a beaucoup utilisé finalement nos médias pour des sujets d'impact, de sensibilisation, de relais, de beaucoup de choses qui ont été faites au sein du club ou par des associations partenaires, etc. Donc, les médias servent à plein de choses, effectivement, de la communication institutionnelle. Donc là, on travaille avec un département communication, avec la fondation pour sensibiliser ou évangéliser des choses, avec le sponsoring pour faire d'autres choses, et puis avec des objectifs qu'on a, nous, en propre au marketing et médias, en termes de... on veut toujours rester cohérent avec ce qu'est l'institution OM et ses valeurs. Et donc, on a défini, alors avec la casquette marketing, une plateforme de marque, hein, ce qu'on appelle une plateforme de marque, mais comment on se positionne et quelles valeurs. On sait qu'on est très lié à la ville et voilà, le club a des spécificités. Et donc, comment on va se développer là-dedans tout en restant cohérent avec ce positionnement-là, c'est aussi ce qu'on va essayer de faire à travers les médias. Donc, effectivement, il y a plein de choses. Il y a de l'image, il y a quelquefois du reach, ce qu'on appelle du reach. Il y a parfois de la monétisation. Il y a effectivement plein d'angles différents. Donc, pour ça, comment on se structure? Tout simplement, on a des KPI qualitatifs, on va dire, et quantitatifs qu'on essaie de suivre tout au long de l'année pour voir si on répond à tous les objectifs. Mais comme tu le dis, ils sont vastes. Ouais, et c'est là où l'équipe de 40 personnes avec les différents métiers que tu as sous toi, et quand tu comprends un peu le spectre de ce qui est devant toi, c'est pas si énorme que ça, même si c'est une équipe assez correcte, en tout cas en termes de nombre. Oui, mais attention, c'est pas que, effectivement, ce que je peux préciser, c'est que c'est pas 40 personnes qui font uniquement du contenu. Non, il y a il y a plein de casquettes et de métiers vraiment différents, et on a réuni deux pôles qui auparavant étaient silotés, hein, comme on peut le retrouver dans d'autres organisations, encore une fois. Et on a décidé de le fusionner, donc ça donne finalement une impression de... Voilà, mais il y a beaucoup de sujets différents qui sont traités, et j'ai pu évoquer un peu les 3-4 piliers sur lesquels on travaille. Et quand on est une marque comme l'OM qui s'adresse à une audience française et internationale, etc., il y a beaucoup de sujets. Ouais. Et est-ce que tu as des exemples concrets où justement, toi, tu t'es dit quand même, de par l'impact que tu as amené à l'Olympique de Marseille, tu as pu créer une campagne bien spécifique sur cette partie contenu. On a vu que vous aviez fait des choses intéressantes avec Puma à Marseille, que vous avez pu faire des choses avec Uber, et on arrivera un petit peu plus tard sur les différents dispositifs que tu mets sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que toi, tu as des campagnes justement où tu es un peu fier de la partie vraiment, de la touche média que tu as pu apporter à une organisation comme l'Olympique de Marseille? Il y a des choses, oui, il y a des choses intéressantes, mais déjà, je vais revenir un peu sur le football. Je pense qu'on a réussi depuis 2-3 ans en reprenant un peu le flambeau de ce qui avait été fait auparavant, mais à humaniser les joueurs, à rentrer un peu dans leur quotidien, de montrer l'envers du décor. Je pense qu'on réussit à très bien le faire, et ça, c'est des sujets passionnants, puisqu'on a des accès bien sûr uniques, et on est en capacité de montrer quelque chose d'autre en termes d'image et que simplement les 90 minutes de match de foot le samedi soir ou le dimanche soir. Donc, il y a des choses assez intéressantes qu'on a pu mettre en place, et des formats qu'on a continué, qu'on a un peu inventé autour de tout ça. Et je trouve que c'est super intéressant. Pareil pour la partie formation et sur les jeunes à l'OM. Voilà, je pense qu'il y a en plus, ça tombe bien parce que le club se structure beaucoup autour de la formation des jeunes et investit là-dedans, alors que ce n'était pas forcément le cas auparavant. Et il y a des super formats qu'on a pu sortir, notamment autour de ça, et montrer un peu l'envers du décor, encore une fois, humaniser ces joueurs pros qui sont parfois décriés.
Ouais. Il y a des choses assez intéressantes autour de tout ça. Ça, c'est super important de le dire parce que, et moi, j'ai cette intime conviction-là que dans le futur, les joueurs seront de plus en plus leurs propres médias, à l'instar de vous qui devenez de plus en plus un média. Et en France, on n'est plutôt pas trop mauvais, je trouve, à un peu humaniser, amener les fans derrière l'envers du décor. Et je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été pas mal fait ces dernières années au sein des clubs français. On n'est pas forcément les meilleurs dans tout, mais là-dessus, je trouve qu'on on est devenu pas mauvais. Et tout ça, donc si on rapporte tout ça, comment est-ce que tu fais pour distinguer la stratégie que tu as sur tes plateformes propres, donc sur les plateformes digitales de l'Olympique de Marseille, comparé au dispositif que tu mets en place sur les réseaux sociaux? Et après, ça nous amènera un peu à la question. Donc, on a vu que vous avez mis des dispositifs super intéressants en place sur Twitch et TikTok. Et ça serait génial si tu pouvais apporter un petit peu de compréhension à l'audience sur comment des deals comme ça se mettent en place avec avec les géants de la tech. Ouais, ça c'est un sujet super intéressant de distribution et ça tombe bien, on a un département qu'on a baptisé distribution à l'OM. C'est intéressant parce qu'on a différents objectifs effectivement. Alors quand on va chercher de l'acquisition et de développer une page, on se lance sur TikTok, on se lance sur YouTube, on fait grossir le compte, et ben on va effectivement essayer de prioriser et de mettre des contenus à disposition directement sur ces plateformes-là. Ça peut être une partie de la stratégie. Et bien évidemment, comment rediriger du trafic en provenance des réseaux sociaux sur nos plateformes propriétaires où on le sait, on a plus entre guillemets d'intérêt à driver de cette audience-là pour mieux la connaître, puisqu'on maîtrise la data. On parlera un peu data, mais forcément sur les réseaux, c'est les plateformes tierces qui sont propriétaires de la majorité des informations, alors qu'on maîtrise l'écosystème de sa globalité pour notre site et l'applicatif. Et ben oui, effectivement, on va aussi essayer de rediriger du trafic et d'utiliser les réseaux pour rediriger du trafic sur notre site et notre app. Et comment ça se joue là? Forcément, ça se joue avec des contenus plus premium qu'on va mettre à disposition uniquement sur notre site ou notre réseau, ou notre application, pardon. Ouais, super intéressant. Et du coup, donc pour revenir sur la partie réseaux sociaux, parce que tu as effectivement cette nécessité pour une organisation d'être à la fois, d'avoir des contenus en propre sur sa plateforme justement pour cette connaissance utilisateur, mais tu peux pas omettre l'impact des réseaux sociaux pour toucher ta communauté qui est déjà présente sur les réseaux sociaux et qui est une bonne source d'acquisition de notoriété pour une organisation. Tu peux nous parler un peu plus en détail des dispositifs Twitch et TikTok? On sait que vous avez été parmi les premiers en France à le faire, voire les premiers sur certains sujets. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe entre un géant de la tech et un club comme Marseille pour mettre en place ces collaborations qui sont ensuite recopiées et prises comme exemple par l'ensemble des acteurs du paysage audiovisuel? Ouais, intéressant. Deux modèles différents, en tout cas, mais une approche identique de notre part, c'est de dire, bon, il faut qu'on essaye de se connecter à une audience qui est toujours plus jeune et plus connectée. C'est parfois aussi à cet âge-là qu'on se fait les passions et justement qu'on peut s'attacher à un club. Donc on essaye d'être présent aussi auprès de cette audience-là. C'est notre, entre guillemets, c'est l'avenir. Et donc ça nous intéresse. On sait que on a des études en interne qui nous disent effectivement les sujets du foot ou les sujets inhérents à l'OM sont vachement discutés sur Twitch ou intéressent les gens aussi sur TikTok et qu'il y a un intérêt, qu'il y a une cohérence tout simplement à une présence de l'OM sur ces plateformes-là. Donc, tu vois, il y a ces deux réflexions-là de base, de dire on veut essayer d'être toujours en lien avec cette audience jeune et connectée qui peut évoluer sur TikTok, Twitch et demain sur une autre plateforme. Et ces études-là qui nous disent le foot intéresse, l'OM intéresse sur ces plateformes, il y a une légitimité à y être présent. Donc ça, c'est la réflexion de base. Ce qu'on essaye, nous, c'est effectivement d'avoir une organisation plutôt flexible et pour pouvoir réagir assez vite, tester les choses. Alors là, on donne deux exemples de choses qui ont fonctionné. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui fonctionneront moins par la suite. Il faut aussi tenter des coups et faire des paris. Alors, un jour, on ira sur une plateforme et ça ne marchera pas du tout et on aura perdu surtout du temps, voilà, on va dire. Pas forcément de l'argent, mais on aura perdu du temps. C'est des choses qu'on est prêt à… En fait, on s'est organisé de façon à pouvoir prendre ces risques et en tout cas être assez flexible et d'être effectivement souvent un peu les pionniers dans ces
dans ces choix-là. Et donc, TikTok, on a été effectivement un des premiers clubs en France. Twitch, on a signé aussi très rapidement avec eux. Et donc, voilà, c'est le but, c'est d'arriver assez rapidement parce que quand tu arrives forcément en premier sur une plateforme, eh ben, tu recrutes peut-être plus vite. C'est assez intéressant d'être sur ce modèle-là, mais de prendre ce risque-là aussi. Et après, pourquoi l'OM? Bah oui, c'est sûr qu'après, même avec ces acteurs-là, entre guillemets, on a tout ce qu'on sait faire et on montre tout ce qu'on sait faire. On a notre audience déjà existante sur les autres plateformes et on est des créateurs de contenu comme d'autres personnes peuvent être des créateurs de contenu. Et donc, il y a forcément des intérêts pour notre entité et on avance après sur des échanges avec eux et ça amène à ces partenariats-là. Et Twitch, c'est assez simple. Hein. On a tenté quelque chose parce qu'on avait 2 matchs amicaux contre une D4 et une D5, D4 autrichienne et D3 allemande qui ne rentraient pas dans le cadre de notre deal avec Canal+, qui est notre diffuseur des matchs amicaux. Et ben on a tenté quelque chose. Il n'y avait pas de club français encore qui avait diffusé un match sur Twitch. On a tenté ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait plus de 100 000 spectateurs en simultané par 2 fois sur ces 2 matchs. Et finalement, on s'est classé parmi les meilleurs streams sur Twitch en France de l'année 2020. Donc forcément, bon, bah, tout le monde a été très étonné de moi le premier. Hein, je ne pensais pas qu'on allait faire autant. Ouais. Et voilà, et ben forcément Twitch regarde ça de près. Et effectivement, c'est pas sur la verticale jeux vidéo qu'ils sont venus nous voir, même si là, on vient de signer un partenariat e-sport avec Grizzly e-sport, l'équipe e-sport des frères Griezmann. C'est pas pour ça, c'est pas pour l'e-sport, parce que sur l'e-sport, ils sont déjà très bons, mais c'est parce qu'ils avaient envie de se développer sur la catégorie sport et que justement, des acteurs comme l'OM, eh ben, ça pouvait les intéresser et les discussions sont parties de là. Mais finalement, on a testé des choses. Voilà, on avait un match contre une D4 autrichienne. C'était le premier match. Une certaine audience non négligeable, ouais, et ça fait une audience incroyable. 100 000 personnes, et c'est unique, hein, donc c'est vraiment 100 000 personnes qui étaient branchées à ce live. C'est un super résultat. Et voilà, on en est ravis. On a testé des choses. Ça aurait pu être un flop aussi. Voilà, et donc. C'est comme ça, en tout cas, le mécanisme, encore une fois, quand je reviens au début, de ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que nous disent certaines études et pourquoi c'est légitime d'y aller. Et après, une fois qu'on se dit ça, bah, il faut se parler du contenu, c'est-à-dire comment on va adresser cette plateforme. Je crois que c'était un peu ta question aussi. C'est, bah oui, bien sûr, chaque audience et chaque plateforme doit être adressée de manière différente dans son identité visuelle, j'en parlais avant, dans la manière de produire, dans la manière de raconter des choses. Donc ça, on essaye de faire au mieux. Quelquefois, on essaye de profiter de contenus qui sont déjà produits pour une plateforme X et on va essayer de la reformater pour une plateforme Y. Quelquefois, on va faire du spécifique pour cette plateforme. Bon, là, on essaye d'arbitrer. Il y a des choses qu'on voudrait aussi mieux faire. Hein. Je ne veux pas dire que tout est parfait. On peut encore optimiser plein de choses et chaque semaine, on essaye d'optimiser des choses, quoi. Et puis le tout, c'est déjà de commencer par essayer. Il y a un truc qui est agréable, effectivement, et c'est effectivement lié aux moyens, mais c'est aussi une volonté qui est poussée chez vous, c'est le fait d'essayer. J'imagine que avant tout, finalement, ce déploiement sur Twitch, c'était un investissement de production de votre côté. Dur de mesurer un retour sur investissement, dur d'onboarder des sponsors dessus. Mais après, effectivement, quand tu as 100 000 utilisateurs, tu te dis, ah bah, qu'est-ce que ça peut débloquer comme vertical de business derrière et comment on capitalise et comment on envisage le prochain cycle de droit sur les matchs amicaux, etc., etc. Donc, c'est quand même en se disant, bon, il n'y a pas un retour sur investissement immédiat, mais ça te donne des outils de mesure pour être en contrôle de ta stratégie future, j'imagine, parce que peut-être que vous allez envisager les matchs amicaux d'une manière différente pour la prochaine intersaison. C'est exactement ça. C'est exactement ça et ça nous permet de se baser sur des choses tangibles pour envisager la suite et ces tests nous permettent ça. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu sens une grosse différence parce que quand même TikTok et Twitch ne vont pas faire ces collaborations avec n'importe qui ou en tout cas ces prises de parole communes et on les a vus assez actifs sur le fait que vous soyez avec eux. Est-ce que tu sens une grosse différence entre l'Olympique de Marseille d'il y a 3 ans quand tu es arrivé et celui 3 ans plus tard en termes de notoriété, en termes d'image pour ce genre de collaboration? Bon, dur de répondre à cette question parce que je peux pas comparer. Effectivement, je suis arrivé
qu'il y a 3 ans. Et donc, je peux pas parler entre guillemets, du passé, puisque je n'y étais pas. Mais oui, je pense qu'il y a eu en tout cas, moi, ce que je note, c'est un intérêt de plus en plus fort. Tu as parlé de ces acteurs-là. Je t'ai parlé des acteurs de la nouvelle économie qui nous ont rejoints, des Uber Eats, des Hotels.com, iconiques ou autres. Donc, je pense que c'est lié aussi à cette évolution-là. Et, euh, et voilà, c'est intéressant pour nous de suivre tout ça et d'être entre guillemets, d'être sur la bonne vague à ce niveau-là. Et tu parlais du coup aussi tout à l'heure de la nécessité d'aller chercher de nouvelles audiences. Euh, Quelle est votre stratégie là-dessus? Parce que toutes les marques que tu as citées, c'est des marques quand même très internationales. McCourt étant américain, quel est un peu le lien entre tout ça, entre votre stratégie d'aller à l'international, donc du coup des marques plus internationales qui s'intéressent à l'OM? Est-ce que c'est vraiment votre stratégie, cette internationalisation, ou vous vous focalisez majoritairement sur renforcer l'aura que vous avez en France avec une très grosse communauté de fans de l'Olympique de Marseille? Alors, sur l'international, c'est un sujet très intéressant. On voit les clubs se développer sur différents marchés. À l'OM, ce qu'on a choisi, entre guillemets, comme axe de développement, c'est pas de partir forcément sur le marché asiatique, par exemple. Même si on a une présence en Chine via une agence et on fait un peu de contenu là-bas, on n'a pas de présence physique, on n'a pas de bureau et c'est pas notre marché prioritaire. Pourquoi? Parce que le marché asiatique est déjà préempté par beaucoup de très grands clubs avec des moyens encore plus importants que les nôtres. Et on sait qu'il faut une présence physique sur place pendant de nombreuses années pour commencer à créer des choses. Et que aussi le public, notamment chinois, euh, suit beaucoup les stars, les Messi et les Ronaldo. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc tous ces facteurs-là nous ont dit bon, c'est pas forcément le marché asiatique ou la Chine qui va être notre marché prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y être et qu'on va pas essayer des choses. Le Japon, pareil, on a 2 joueurs japonais, on a une présence et on fait du contenu en japonais, on essaye de faire des choses, mais c'est pas des marchés prioritaires, on va dire. Ce qui est un marché prioritaire pour nous, c'est le marché africain. Contrairement à beaucoup d'autres clubs, on a un vrai terreau entre guillemets de fans déjà sur place. Ce qui a manqué peut-être, auparavant, c'est qu'il n'y a pas forcément d'événements physiques ou de choses qui ont été faites par l'OM en Afrique. Et ben maintenant, c'est ce qu'on essaye de développer depuis quelques années. L'ouverture d'académies, des écoles, des événements, effectivement, fan zone, des événements physiques sur des grands matchs. Pourquoi pas à l'avenir des tournées ou des matchs. On essaye d'avoir, et bien sûr des contenus, puisque là, je parle sous ma casquette là, de contenu. On a une agence en Égypte qui nous aide sur le monde arabe à faire des contenus pour cette région du monde. On a une agence plutôt basée au Sénégal qui nous aide sur cette Afrique subsaharienne francophone pour développer des choses. Donc, on essaye vraiment d'avoir une vision globale, de dire si c'est les marchés notamment francophones et des pays africains qui sont notre priorité, ça veut dire que c'est pas seulement en faisant du contenu en Wolof qu'on va y arriver. Non, on va faire du contenu dédié, mais on va essayer encore une fois d'ouvrir des écoles, une académie, Jambar en l'occurrence, des événements physiques. Pourquoi pas à l'avenir des matchs amicaux, j'en sais rien. On va essayer d'avoir une vraie, et on essaye d'avoir une vraie vision globale et une stratégie globale sur ces marchés-là. Donc, pour te répondre sur l'international, on n'essaie pas de se disperser parce que je pense on a une audience internationale, mais on essaye encore une fois de se concentrer plus spécifiquement peut-être sur un continent et faire bien les choses. Parce qu'après, on peut avoir cette volonté-là de se dire, oui, on va partout, mais je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre et avec les bons moyens. Je ne savais pas, vous avez mis en place une stratégie avec Jambar, l'Olympique de Marseille. Oui, tout à fait. Intéressant. Sur le plan sportif, ouais. Ok. Et alors pour revenir à un niveau un peu moins macro, un peu plus gros, parce que beaucoup de notre audience est focalisée start-up, digital, transformation digitale. Qu'est-ce qui fait qu'une organisation comme l'Olympique de Marseille s'intéresse à une start-up? Est-ce que tu es avant tout sur la facilitation de tes process, sur la création de valeur? Comment est-ce qu'une start-up peut faire pour séduire une organisation, un gros club comme l'Olympique de Marseille?
Question intéressante. Alors déjà sur ces sujets-là, je dois rendre hommage à notre CTO. On a un CTO, c'est-à-dire que moi j'ai une casquette marketing et médias, mais je travaille en étroite collaboration avec Frédéric Cozy, qui est notre CTO, qui s'occupe de la techno et de l'innovation à l'OM et qui lui va avoir cette casquette beaucoup plus technique. Je prends l'exemple très basique de on va imaginer ensemble notre nouveau site et notre nouvelle app. Il va s'occuper bien sûr de la partie tech autour de la construction de ce nouveau site et de cette nouvelle app. Et nous, derrière, on va opérer en termes de contenu, de stratégie, etc., etc. Mais on travaille vraiment main dans la main euh, ensemble et il fait un super travail à ce niveau-là. Il pourra en parler aussi plus longuement, mais on a créé l'OM Data Lab qui va essayer de fédérer aussi différents réseaux, écoles ou autres autour de la data. Et pourquoi pas partager des données, construire ensemble des choses. Voilà, il y a des super choses. Et là-dessus, peut-être qu'il faudra tout simplement que tu l'invites sur ton podcast parce qu'il a des choses passionnantes à raconter. Mais effectivement, on va travailler, notamment lui, avec plein de startups qui vont répondre à des besoins spécifiques. Et c'est le choix qui a d'ailleurs été fait sur tout l'écosystème digital qu'il pourra développer lui, en prenant plusieurs acteurs best in class dans leur domaine et on essaie de les faire travailler ensemble sur tous nos sujets. Et effectivement, alors on a encore une fois, on est assez ouvert à rencontrer du monde et surtout à travailler avec des gens qui vont forcément nous apporter directement une plus-value et à tester des choses ensemble. Je pense notamment à Greenfly, de mon côté. Voilà, Samuel. Petite promotion, c'est gentil, Voilà. mais n'hésitez pas. Mais voilà, c'est un exemple, c'est un exemple que je peux donner effectivement. On avait besoin d'un outil pour mettre à disposition le plus rapidement possible, de la manière la plus qualitative, les contenus qu'on peut produire à nos joueurs. Et Greenfly est arrivé avec une solution idoine pour ça et on a travaillé là-dessus. C'est plutôt lancé aux États-Unis d'abord et puis maintenant en Europe. Et voilà, on essaye de voir ce qui peut se passer un peu partout, de rencontrer du monde. Et puis si ça colle, on essaye d'avancer. Mais voilà, effectivement, il n'y a pas tout qui est fait en interne. Et bien sûr, on va essayer de travailler avec différentes startups. D'ailleurs, la Ligue fait aussi pas mal de choses là-dessus. Je dois les saluer. Et je crois que bientôt, là, je crois que c'est vendredi. Alors, on sera décalé dans le temps, mais sache que dans quelques jours, il y a une conférence avec le Tremplin et les directeurs marketing des clubs sont invités. Et du coup, je serai à cette conférence, à cette visio. Enfin, je vais y assister en tout cas. Mais voilà, il y a des choses qui se structurent. Le tremplin, la ligue, les différents clubs, l'OM Data Lab qu'on sort et qui est un écosystème en propre. Voilà, il y a plein de choses qui se lancent, effectivement. Et c'est intéressant, alors juste pour faire le rebond sur les Greenfly et sur les contenus, toi, si on se projette un petit peu plus en avant, quel est le futur du contenu pour une organisation comme toi, de ta perspective? Si tu devais imaginer l'Olympique de Marseille dans 2-3 ans, en termes de contenu, quel est l'écosystème idéal de ta perspective en termes de matière de production de contenu? Alors, tu peux juste un tout petit peu préciser, En gros, c'est-à-dire? si on se projette dans 3 ans, qu'est-ce que tu aimerais réussir pas achever, à réaliser pour continuer la croissance de volume de contenu que vous produisez, de pertinence sur les différents segments sur lesquels vous travaillez? Quel est vraiment ton objectif, toi, un peu plus à moyen terme? Ouais. Ça, c'est un sujet super intéressant. Et juste pour finir après sur les autres outils, bien sûr, il y a plein d'outils sur le contenu. Je peux en citer quelques-uns. Click qui permet de faire de l'interactivité sur du live. Voilà, c'est une startup avec laquelle on a travaillé. Il y a PlayPlay avec qui on a travaillé aussi. Il y a Greenfly. Il y a Socios. Enfin, il y a pas mal d'acteurs avec lesquels on a travaillé, bien évidemment. Sur tous ces sujets-là. Non, alors c'est très intéressant ta question parce que je t'expliquais juste avant qu'on essaye toujours de suivre un peu les tendances, de comprendre où on parlait de l'OM et où on parlait du football et de l'OM
et sur quelle plateforme il était pertinent d'y arriver pour viser, encore une fois, pour s'adresser à cette cible jeune et très connectée, je pense que dans les 3 prochaines années, en fait, il va falloir suivre les tendances et surtout toujours continuer. En fait, on n'est jamais arrivé, il n'y a jamais une ligne d'arrivée. Et c'est ça qui, à la fois, parfois peut être frustrant, mais surtout passionnant. C'est qu'à mon sens, dans les 3 prochaines années, il va falloir continuer à s'adapter et à comprendre quelles sont les nouvelles méthodes de consommation de cette jeune audience, qu'est-ce qu'elle attend autour du football et comment nous, on peut être prêt entre guillemets, à imaginer le bon contenu et à le distribuer de la meilleure des façons. Donc, je n'ai pas forcément la réponse sur dans 3 ans à quoi ça va ressembler, mais je sais que dans les 3 prochaines années, on va encore certainement pivoter, changer et on va devoir s'adapter. Et donc, c'est toujours bien essayer de comprendre via des études, via un suivi très, très précis des consommations, des plateformes, des nouvelles plateformes qui peuvent arriver, de ne pas rater un virage. En fait, je pense qu'il ne faut pas rater de virage. Il faut essayer de toujours se remettre un peu en question et de suivre ces tendances. Il est difficile pour moi de dire dans 3 ans, ça ressemblera précisément à ça parce que je pense que personne ne le sait. Et surtout avec l'évolution là, des droits et de plein de choses. Et je pense plutôt à ce qui se passe aux États-Unis, notamment la NFL, la NBA qui observe beaucoup ça et qui est prêt, qui s'adapte beaucoup à toutes ces évolutions-là. Je pense qu'il va falloir s'adapter et il va falloir continuer à comprendre et surtout, Non, mais c'est ça, s'adapter, comprendre. C'est intéressant que tu le mettes sur la table parce qu'effectivement, les modèles américains sont très différents en termes de contenu où effectivement, la NBA est beaucoup plus souple sur les type de contenu publié par quelle personne sur les réseaux sociaux pour justement augmenter la visibilité, la notoriété d'une manière générale de la NBA plutôt que d'être dans un environnement très contrôlé comme en Europe. Et c'est des sujets intéressants à travailler et je pense que toi, tu es en plein dedans. Exactement. Alors après, c'est la Ligue aussi qui a la main là-dessus. Donc, c'est la Ligue après qui va définir des choses. Est-ce que ce qui se passe avec Mediapro va accélérer les choses? C'est une question. Je ne sais pas si on n'a pas forcément la réponse, mais en tout cas, il y a plein de sujets intéressants autour de ces droits, de comment on peut les exploiter, de comment on va pouvoir proposer à chacune des audiences ce qu'elle attend. Alors, les États-Unis ont d'autres problèmes puisqu'ils ont, entre guillemets, des matchs qui durent entre 3 heures, 2h30, 3 heures, même 3h30 entre le baseball, NFL et NBA. Moi, je suis beaucoup ça, j'adore ça, mais il y a cette problématique de la durée. Alors, un match de foot reste un match de 90 minutes, ce qui est quand même bien moins long que ce qu'on peut observer par ailleurs. Mais eux, ils ont cette problématique qui est exacerbée par cette longueur de match. Mais je pense qu'effectivement, ils ont pris les bons… La NBA notamment, ils ont rajeuni leur audience depuis 10 ans de manière drastique parce que, notamment sur les plateformes et en termes de highlights et de différents extraits de matchs, ils ont démocratisé des choses, ils ont libéré des droits, entre guillemets, et ils cartonnent sur le digital et leur audience s'est rajeunie sensiblement. Donc ça, ce sera des challenges, même pour le foot, parce qu'il est leader, entre guillemets, c'est le divertissement numéro 1 dans le monde, mais ces questions vont aussi se poser pour le football. Et c'est passionnant, c'est assez passionnant d'essayer d'y répondre. Ouais, on sait que c'est des sujets très observés par l'UEFA et en faisant le rapprochement un peu avec la NFL, pardon, en mentionnant que tu es le seul fan en France des Cleveland Browns pour la petite anecdote. Oui, tout à fait. Fier et très bon en ce moment, donc je croise les doigts pour la fin de saison. Ouais, mais pour dire, effectivement, quand on regarde la qualité des contenus livrés par la NFL et le fait qu'ils soient sur toutes les plateformes, etc., tu as un vrai sujet de ne pas perdre ton audience auprès d'autres ligues qui arrivent à grappiller petit à petit des parts de marché comparé au foot. Et il y a plein d'enjeux, on en a parlé, tu as mentionné Mediapro. Enfin, il y a vraiment plein d'enjeux dont les gens ne se rendent pas compte, mais pour garder ce monopole du football. Exactement. Une question intéressante, j'imagine, de ta perspective, c'est est-ce que tu arrives du fait d'observer plusieurs types de contenus pour différents besoins, est-ce que tu arrives à décorréler un petit peu plus qu'auparavant le trafic sur tes contenus par rapport à la performance de l'équipe première? Ou est-ce que tu as une corrélation toujours très forte entre le volume de trafic et Pour le coup,
ce qui restera vrai, ce qui restera vrai à mon sens, c'est que les vrais pics, entre guillemets, d'audience, on les fera toujours autour des matchs et autour des victoires. Et ça, on le ressent. Il y a les gros pics qu'on peut faire, soit d'engagement, soit de recrutement sur les réseaux sociaux. Ça se fera le jour de match et après les victoires. Donc là, il y a quelque chose autour de ça qui sera immuable, je pense. Il y a ces événements-là et le deuxième sujet, le deuxième point, c'est le mercato. Voilà. C'est deux événements qui, dans notre calendrier, on le voit, c'est les arrivées mercato en juillet et août et les victoires, et les grandes victoires, entre guillemets, qui font nos pics. Maintenant, il y a des chiffres assez intéressants. Par exemple, la deuxième année de Rudy Garcia au club a été moins bonne. C'était l'année sur le plan sportif. C'est l'année post-finale d'Europa League. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a recruté plus cette année-là à l'OM sur les réseaux que l'année précédente avec une finale d'Europa League. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre qu'on arrive à décorréler un tout petit peu le résultat de cette activité-là. Maintenant, les pics resteront ces pics-là et ça, ce sera entre guillemets immuable et je pense qu'on ne le changera pas. C'est quand même le sportif, les arrivées mercato ou les victoires qui vont nous faire grandir très vite. Maintenant, sur l'année, je voulais juste revenir là-dessus parce que je trouve ça quand même super intéressant, tu vois, comme métrique de dire que tu arrives à plus recruter une année où vous avez plutôt des moins bonnes performances sportives qu'une très bonne année, parce que dans le milieu du sport, il y a toujours cette notion de, en fait, la partie administrative est à perte et c'est la partie sportive qui contrebalance ça, mais c'est pas impossible de faire en sorte que ça soit un business générateur de followers, de revenus, que ça soit un business ça soit un vrai business, la partie administrative, la partie marketing, les différentes choses que tu arrives à activer côté marque. Exactement. Et c'est ce qui nous a permis, pendant la partie de confinement, le foot s'arrête. Le dernier liant entre le club, les supporters et la dernier pilier d'activation possible pour les sponsors, c'était les réseaux sociaux et les médias. Et c'est ce qui nous a permis aussi déjà de perdre on n'a perdu aucun sponsor nous l'année dernière. D'autres sont partis, d'autres ont réclamé des choses. Nous, c'est pas notre cas parce qu'on a réussi à continuer, notamment vers les médias, à livrer des choses, à continuer la conversation et être le dealer. Et on était effectivement ce dernier lien entre le club et les fans. Et donc ça, c'est super, c'est super intéressant aussi à noter, quoi. Génial. On arrive déjà à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines, prochains mois, pour tes activités au sein de l'Olympique de Marseille? Alors, je disais ça juste avant de commencer la conversation. On essaye vraiment sur nos métiers de sortir entre guillemets du résultat du week-end, et c'est pas ça qui change fondamentalement moi mes missions. On a beaucoup de chantiers autour de la data, on a beaucoup de chantiers encore d'optimisation autour des médias, de ce qu'on veut faire, dans la façon de le faire et dans la façon de procéder. Et ça, finalement, que la partie, entre guillemets, le sportif gagne ou perd, mes missions seront les mêmes. Donc, mais bien évidemment, c'est plus agréable de travailler dans un écosystème, notamment à l'OM, avec les médias, etc., de travailler dans un environnement plus serein, même si fondamentalement, moi, ça ne change pas mes missions et mes objectifs, parce qu'il y a une vision sur le moyen et le long terme au club et qu'on veut vraiment continuer à se développer. Et ce n'est pas un mauvais mois sportif qui va changer la donne. Mais voilà, si, on va espérer de retrouver du monde dans le stade, parce que ça, il faut se le dire, c'est quand même très triste. Moi, je ne sais même pas si j'ai la chance, mais je vais voir les matchs à huis clos, et c'est vraiment d'une tristesse dingue, et encore plus à l'OM avec ses fans incroyables qu'on peut avoir. Donc moi, ce que j'espère dans les prochains mois, c'est le retour à la normale, les fans au stade, des victoires bien évidemment, et encore une fois mes chantiers. Sur les chantiers qu'on peut avoir en interne, de continuer à bien les mener, mais c'est vrai que pour le foot et le sport en général, on espère un retour à la normale et une situation plus saine sur le plan sanitaire, parce que c'est le foot comme ça, c'est quand même moins marrant. C'est quand même autre chose, ouais. Top. En tout cas, merci beaucoup Hervé. C'était vraiment un plaisir. J'espère que notre audience a pris autant de plaisir que moi à faire ce podcast.
Encore une fois, si vous aimez, si vous appréciez les podcasts Le Corner, n'hésitez pas à les noter sur les différentes plateformes, à les partager autour de vous. On essaie de faire grossir la communauté et on sait que vous êtes assez fidèles quand vous nous suivez. Donc, n'hésitez pas à aller noter les podcasts et la qualité des podcasts sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez. Et au plaisir de se retrouver très vite. Merci beaucoup, Hervé. Merci Samuel, c'était très sympa. Le Corner.